J'appelle la réunion à l'ordre. Permettez-moi de reconnaître que nous sommes sur les terres non cédées du peuple Mi'kmaq. Nous reconnaissons aussi avec respect la présence historique et continue du peuple Mi'kmaq sur ce territoire. Nous reconnaissons que les relations de nos ancêtres avec le peuple Mi'kmaq, entre eux et les terres, sont décrites dans les traités de paix et d'amitié. Nous nous engageons à cheminer dans un esprit de vérité et de réconciliation, en honorant la présence, la culture et les contributions des Premières Nations. Sur ça, bienvenue tout le monde à une session ordinaire, session d'information de la ville de Belle-Baie. Souvent, on a des gens qui se présentent aux réunions mensuelles le troisième jeudi, mais beaucoup de travail sont faits pendant les sessions d'information. Je suis fier de voir qu'il y a des gens encore ici ce soir, puis des gens qui vont regarder la réunion en différé. On a 2 belles présentations ce soir sur des études qui ont été faites pour le Centre Sportplex à Nigadou, puis la salle Denis Richard. Donc, sur ça, Mme la greffière, est-ce que nous avons le quorum? Oui, nous avons le quorum. On a eu déclaration de conflit d'intérêt? Oui, 3.1 et 3.2 par le maire suppléant Olivier. Monsieur Olivier? J'espère que vous avez amené des petites vidéos parce que les présentations, ça va à peu près une trentaine de minutes chaque. Point 3, 3.1, étude salle Denis Richard. Monsieur, votre nom, monsieur? Monsieur Foulem. La parole est à vous. Bon, oui. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. On peut inverser. Oh, vous avez... Parfait. Ah, vous avez l'autre? Je vais l'agrandir. Donc, on va inverser, avec consentement unanime des conseillers, on va inverser les 2 présentations. S'ils sont consécutifs, vous êtes d'accord avec ça? Allez-y, M. Foulem. Parfait. Bon, on a eu le mandat chez Corbeau d'évaluer les conditions existantes du Sportplex, puis d'améliorer les conditions existantes du Sportplex. Finalement, vous avez présentement un bâtiment qui est utilisé principalement pour le soccer, mais est aussi utilisé pour d'autres activités, tir à l'arc, puis tout ça, etc. Puis on nous a demandé d'évaluer la possibilité d'ajouter au Sportplex des terrains de pickleball. Puis dans un deuxième contexte, après ça, d'améliorer les installations au 2e étage dans la mezzanine pour accueillir des gens. Ce qu'on a fait, on a fait une... je vais passer... J'ose espérer que vous avez accès aux documents. En gros, je ne passerai pas à travers tout le document, mais les principaux points. La méthodologie, je vais vous l'expliquer, c'est que tous les étages et l'extérieur du bâtiment étaient inspectés visuellement. L'inspection de la toiture a été effectuée avec un drone. Ces évaluations sont limitées aux surfaces externes. En gros, ce que je dis là-dedans, c'est que tout ce qu'on a pu voir et qu'on a pu toucher, on l'a inspecté, mais on n'a pas rentré à l'intérieur des murs, on n'a pas rentré aux endroits qu'on ne pouvait pas voir. Donc, s'il y a de la moisissure, des choses comme ça à l'intérieur d'un mur, on ne l'a pas vu, mais notre inspection visuelle était quand même assez approfondie, puis nous amenait quand même à être capable d'évaluer correctement le bâtiment. Au niveau de l'architecture, je vais passer point par point à l'architecture, le côté civil, le site, le terrain, il y a l'électricité, puis la mécanique du bâtiment, les ventilations, tout ça, etc. Au niveau de l'architecture, si je vais à l'extérieur, la première chose qu'on a regardé, c'est le stationnement à l'ouest du bâtiment, qui, selon nous, est à toute fin pratique à la fin de sa vie utile. Il n'y a pas un remplacement obligatoire immédiat du stationnement qui est fait, mais d'après son usage initial, asphalté, tout ça, etc., est vraiment en détérioration avancée. Il remplit encore sa fonction, mais vous allez le voir dans les estimations de coûts, on vous propose éventuellement de regarder à le réasphalter. Il y a une chose qu'on a vue par contre dans le stationnement, je vais vous montrer la photo tantôt, il y a un poteau, j'imagine c'est un poteau de téléphone ou d'électricité, qui est coupé puis qui sort d'à peu près à 4-5 pouces. Celui, on l'identifie comme quelque chose de façon immédiate qui devrait être enlevé parce qu'éventuellement, il pourrait peut-être avoir un incident qui se passe là. Ensuite, si on regarde
J'ai quelques photos ici, si vous pouvez voir, là. Puis le poteau se trouve à peu près où est la petite main ici, puis c'est à cet endroit-là. Ça fait il y a définitivement, excusez-moi l'expression en anglais, là, mais à hazard, à cet endroit-là. Fait les recommandations, finalement, c'est, dans un premier temps, si vous ne voulez pas passer immédiatement à la réasphalter complètement, refaire le stationnement, bien, ça serait de sceller les fissures présentes dans l'asphalte afin de prévenir l'infiltration d'eau et détérioration du revêtement. Fait, dépendamment de vos budgets, il y a possibilité de le maintenir puis de le faire, de l'avoir encore pour quelques années. Mais comme je disais, c'est surtout au niveau du poteau là, qu'il faudrait faire quelque chose tout de suite parce qu'il pourrait arriver quelque chose éventuellement, puis il vaut mieux prévenir que guérir. C'est notre recommandation au niveau du stationnement. Au niveau du bâtiment, la toiture, on a inspecté la toiture avec un dôme. Ce que je vous dirais que la toiture originale, c'est un bâtiment, c'est les dômes qu'on appelle avec une tôle ondulée sur la toiture. Vous avez eu des problèmes. En 2009, il y a eu des réparations. Il y a eu une décision à ce moment-là de ne pas réparer comme tel le dôme, mais de plutôt rajouter une toiture par-dessus pour le protéger. C'est ce qui a été fait. Ça fait, il y a eu un ajout de contreplaqué. Ça, c'est le dôme comme tel. Il y a eu un ajout de contreplaqué, puis il y a eu une membrane, ce qu'on appelle une membrane de EPDM, c'est une espèce de plastique, si vous avez vu le bâtiment, il est recouvert de ça. Ces membranes-là, habituellement, ont une durée de vie d'environ une 50aine d'années. Ça fait qu'ils devraient être encore en bon état, mais par contre, il y a des problèmes avec, il n'est pas dans l'état qu'il devrait être. Il y a des fissures, des ponctures dedans, il y a des détachements. Puis aussi, lorsqu'on le regarde, toutes les feuilles de plywood, de contreplaqué de 4x4 sur la toiture, on est capable de les voir. Qu'initialement, on ne pouvait pas les voir. Ça suppose qu'il y a eu un mouvement de la feuille de contreplaqué, qu'il y a eu l'humidité, puis tout ça, etc. Fait, il y a eu une usure. Notre théorie derrière ça, c'est que la façon que ça a été construit, il y a de la chaleur à l'intérieur du bâtiment qui se retrouve ici, puis il y a le froid à l'extérieur qui se retrouve là. Mais partout, vous avez dans le dôme des espèces de poches comme ça. Il y a une quantité de chaleur qui va s'accumuler là, qui vient de l'intérieur, qui va frapper le froid. Ça fait cette membrane-là a été installée, puis elle est d'un côté de la chaleur, d'un côté du froid. C'est dur sur n'importe quel matériau. Puis c'est ça qui a probablement accélérer la détérioration de la membrane, puis aussi ce que ça peut causer à ce moment-là. La membrane sert de ce qu'on appelle le pare-vapeur, empêche la vapeur de s'évader du bâtiment, mais le plywood, lui, n'est pas en protection. Ça fait entre la chaleur, le froid, c'est possible qu'il y ait de la moisissure ou de la pourriture sur le plywood, puis qui explique un petit peu pourquoi on voit le plywood à travers le bâtiment. C'était la plus grosse lacune qu'on voit sur le bâtiment en termes de coût, si on veut, là. Puis la recommandation, c'est de refaire la toiture avec un système similaire à celui en place, mais en ajoutant de l'isolant sous le contreplaqué pour mieux contrôler les écarts de température. Puis on remplirait toutes les cavités ici d'isolant, probablement, idéalement un isolant en mousse qui empêcherait la vapeur de passer. De même, ça ferait un système qui n'a pas de... la membrane serait beaucoup plus protégée au niveau des différences de température. Ensuite de ça, le parement de vinyle. Le parement de vinyle, il est brisé à plusieurs endroits. C'est pas une question de... C'est surtout une question d'esthétisme. Tout de suite, ce qui se passe avec le parement de vinyle, c'est que, comme je disais, il est brisé ici et là, mais il n'y a pas de priorité ou d'urgence de le remplacer parce que l'enveloppe du bâtiment n'est pas en cause ou l'infiltration d'eau n'est pas en cause à cause du revêtement de vinyle. Ça fait que notre recommandation, c'est de réparer les parties brisées uniquement pour une question d'esthétique. Ça fait ça, finalement, ça reste à votre discrétion ou à vos priorités. Si je vais un peu plus loin, les soffites, les fascias, ça c'est les dessous, tout ce qui est dessous ici, là, que vous voyez en dessous de la toiture, que vous voyez là. Ils sont en général en bon état, ils sont en vinyle. C'est une bonne durée de vie, c'est quelque chose qui dure longtemps. Par contre, sous l'entrée principale, c'est du contreplaqué peinturé. C'est un matériel qui est donc
qui demandent plus d'entretien. Puis ce qu'on a remarqué, on ne le voit pas très bien ici, mais peut-être un peu sur les lumières, qu'il y a dedans, il y a de la rouille. Ça suppose une humidité, donc à l'intérieur du pignon, qui fait que, avec l'humidité, il y a de la rouille qui se fait. Puis c'est probablement parce qu'il manque de perforation pour que l'air puisse circuler comme il faut. C'est pas une grosse déficience. Ça peut s'entretenir, il peut être peinturé de nouveau, mais ce qu'on recommande, c'est d'éventuellement de le remplacer au complet avec un vinyle perforé pour que ça ventile bien, puis que ça dure longtemps au niveau de sa durée de vie. Portes et fenêtres. Les fenêtres du bâtiment ont beaucoup de fenêtres ont été remplacées en vinyle, des très bonnes fenêtres, ça a une bonne performance énergétique, ça a une durée de vie longue. Mais par contre, il y a 2 fenêtres qui sont situées au niveau de la cuisine, qui sont placardées finalement. Là, on le voit ici, là, il y a du plywood demi, je pense qu'il y en a une qui a de l'isolant. Ils sont en bois, ils sont détériorés, ils seraient à remplacer. Par contre, dépendamment de ce que la cuisine ne sert pas de cuisine, dépendamment si vous avez d'autres plans ou changer, peut-être que la fenêtre n'est pas nécessaire à ce moment-là, qui pourrait tout simplement la boucher. Mais au niveau des fenêtres, comme je disais, à part ces 2 fenêtres-là en bois, ils sont en assez bon état, puis il n'y a pas de remplacement proposé. On le dit, les fenêtres de bois remplacées. Puis ça, je vais peut-être le dire à quelques reprises, nettoyer, recéler tous les joints, les calfeutrages, tout le tour des fenêtres. Ça, au niveau du calfeutrage, le calfeutrage peut avoir une durée de vie de peut-être 7, 8, 9, 10 ans. Faut de temps en temps, aller vérifier puis aller le refaire si c'est nécessaire pour éviter des fuites d'eau. D'où de mettre en place un programme d'entretien prévoyant l'inspection de l'état des scellants tous les 4 ans. Puis c'est simplement quelqu'un qui va vérifier, qui s'assure que le caulking est correct, puis qu'il n'est pas à refaire, puis il peut être refait seulement partiellement. Je fais juste une petite parenthèse. Un bâtiment bien entretenu va avoir une beaucoup plus longue durée de vie, donc moins d'investissement, tandis que mal entretenu, éventuellement, il va y avoir des gros investissements. Ça a été démontré que l'entretien avec un budget est pas mal mieux que d'attendre la détérioration avancée. Les portes extérieures, l'entrée principale a des portes d'aluminium en très bon état. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'énergie, les portes d'aluminium. Souvent, on a des portes de métal isolé, mais par contre, il n'y a pas de remplacement suggéré là. Mais c'est juste si vous voulez améliorer comment dirais-je, l'efficacité énergétique du bâtiment, puis si éventuellement vous allez chercher des programmes, mais ça pourrait faire partie du programme de changer les portes pour des portes plus efficaces. Mais elles fonctionnent très bien maintenant. Il y a 2 portes au nord du bâtiment qui sont identifiées comme des sorties de secours, puis sont en métal, en bonne condition. Toutefois, les portes qui sont en bois ou les autres en métal sont en fin de vie utile. Fait ce que je dis finalement, l'entrée principale, les portes, c'est correct en aluminium, puis les 2 portes qui sont à l'autre bout d'issue de secours sont correctes. La plupart des autres portes sont en mauvais état, puis on suggère de remplacer. Toutes les portes, encore une fois, nécessitent du calfeutrage, puis de mettre des bandes coupe-froid, parce qu'il y a même des endroits, je pense que je voyais dehors, puis la porte était fermée là, par les craques. Ça fait que c'est des choses mineures, mais c'est des choses qui sont à regarder. Puis vous voyez la porte de cuisine ici en bois, les portes sont détériorées. Ça, c'est les portes principales à l'entrée en avant. Puis justement, j'ai une photo ici qu'on voit dehors quand la porte est fermée. Ça fait un exemple de remplacement d'une bande coupe-froid. Donc, recommandation, remplacer toutes les portes et leurs quincailleries à exception de celle de l'entrée principale et les 2 du côté nord. Quand je dis quincaillerie aussi, les poignées de porte, tout ça, c'est en mauvais état. Remplacer tous les seuils de porte en bois. Les seuils de bois, c'est à la base de la porte, c'était aussi du bois détérioré. Je ne l'ai pas mis ici, mais idéalement de les remplacer à des seuils en métal. Nettoyer et recéler le calfeutrage. Installer des joints d'étanchéité. Puis instaurer un programme, encore une fois que je dis, d'entretien visant à faire inspecter l'état du scellant à tous les 4 ans et de remplacer au besoin.
Au niveau de la toiture, j'ai parlé tantôt de la toiture du dôme, mais des autres toitures, c'est les toitures de métal. Les toitures de métal, ça a une bonne durée de vie. On les a inspectées. Il y avait eu des problèmes à un moment donné au niveau de la toiture à l'arrière du côté nord, puis ils ont été réglés avant même qu'on va faire l'inspection. C'était je pense que c'était sceller la toiture contre le mur du bâtiment. Ça fait ce qu'on regarde encore une fois au niveau de la toiture en bon état, mais on remarque que les flashings qu'on appelle, puis le caulking, puis le flashing ici, puis tout le tour aussi, il y a des tuyaux, des ventes de plomberie qui sont là. Ça, c'est le genre de choses un peu comme d'entretien qui serait à refaire, mais il n'y a pas d'argent majeur à mettre sur la toiture, à part justement d'arranger ces choses-là, parce qu'éventuellement, ça peut devenir des lieux où il y a des fuites d'eau. Justement, il y a des fuites d'eau dans la cuisine, puis c'est fort possible, vous voyez ici là, que les flashings ne sont pas bien faits, puis que l'eau... Ça, c'est la toiture de tôle en avant, puis ça, c'est le dôme comme tel, que l'eau peut s'infiltrer puis sortir quelque part dans la cuisine. Ça fait, encore une fois, c'est du scellage de Solin, puis c'est un détail mal exécuté qui serait à refaire. Habituellement, des spécialistes de toiture devraient être capables d'arranger ça comme il faut. Ça fait donc remplacer les solins calfeutrés autour des ouvertures de toiture, cheminées et ventes plomberie, comme recommandation. Le toit du dôme, bon, j'en ai parlé tantôt, mais je rajoute quelques endroits, je vous montre des photos. La membrane se détache à plusieurs endroits. Elle est plissée, elle est détériorée, elle est soulevée. On les voit pas bien là-dessus, mais il y avait des ponts. Quand je suis allé avec le drone, il y a des endroits où on pouvait voir qu'il y avait des petites craques dans la toiture qui peut avoir infiltration d'eau. Puis elle est usée. Puis je pense que on le voit pas comme il faut, mais ça, c'est censé être bien lisse. Puis on voit que ça l'est tout un petit peu, moi je dirais ça, plissé. Puis ce plissement-là se fait, comme je disais tantôt, là, chaleur et froid qui se rencontrent pour un matériau comme celui-là. Puis je veux juste revenir dire la même chose tantôt. Une toiture comme ça, bien installée, devrait durer une 50aine d'années. C'est des très bonnes toitures habituellement. Donc la toiture du dôme, je l'ai expliqué tantôt. Ça fait ce qu'on propose, comme je disais, c'est de refaire le même système, mais d'isoler à l'intérieur pour éviter ces changements de température-là. Les gouttières, il y a des gouttières sur le bâtiment, ici à l'arrière, il y en a en avant. Ce qu'on a remarqué, il y a des gouttières, mais il n'y a pas de descente de gouttières. Ils ont dû être accrochés, ils ont dû être décollés. Le bâtiment n'a pas un besoin extrême de gouttières, il ne pourrait pas en avoir, mais du moins celles qui sont en place, il faudrait mettre la descente de gouttière, parce que tout ce qui se passe, c'est qu'il y a un gros jet d'eau qui arrive de la gouttière, puis qui tombe à côté du bâtiment, puis qui peut creuser des trous dans le gravier. Comme ici, on voit, il y avait une gouttière à un moment donné, mais elle n'est plus là. C'est pas impératif d'ajouter des gouttières, mais nous recommandons d'ajouter des descentes au garage du côté nord, comme je disais, parce qu'il y a une gouttière existante sans descente. Joint d'étanchéité. Ça, c'est ce que je dis depuis tantôt. C'est très important partout, un caulking qui soit... Parce que le caulking, c'est le dernier, comment je dirais ça, élément dans une construction qui empêche les infiltrations d'eau. Quand il est enlevé, ben là, après ça, ben, on se fie sur les autres éléments. Ça fait que, puis, il est sujet aux rayons ultraviolets, tout ça, etc. Ça fait que ça a une durée de vie assez limitée. Du côté nord, il peut durer 15 ans, mais du côté du soleil, il peut durer 8 ans. Ça fait que c'est seulement un entretien visuel, regarder à toutes les 4-5 ans, voir s'il est correct. On recommande de refaire tous les joints présentement, les portes, les fenêtres, tout ça sur la toiture, comme je le disais tantôt, puis encore une fois, le programme d'entretien en place.
À l'intérieur du bâtiment, les finitions. Les finitions à l'intérieur du bâtiment sont parties originales. Certains finis sont endommagés, mais sont généralement bien entretenus dans des espaces accessibles au public. Finalement, ce qu'on a vu, encore une fois, c'est une question de priorité. Il n'y a rien qui met le bâtiment en danger, mais il y a des finis qui sont dégradés. Par contre, à certains endroits, on observe la présence d'isolants rigides exposés, ce qui constitue une non-conformité au code. On le voit ici, il y a de l'isolant. Ça, c'est de la mousse isolante. Quand ça prend feu, c'est dangereux. Ça fait faudrait que ça serait recouvert. Enfin, on recommande partout ce qu'il y en a d'exposer, de le recouvrir. Puis, à certains endroits, on voit que, comme ici, l'isolant exposé dans le garage, encore une fois dans le coin ici. Ça, il y a eu des réparations, mais le pare-vapeur a été enlevé. Ça, c'est le plastique qui empêche la vapeur d'eau d'entrer dans l'isolant. Dans certains coins, il y a certains endroits qu'on a vus comme ça. Donc, il peut y avoir de la condensation, de l'humidité, puis l'eau qui tombe dans le bâtiment. Ici, l'isolant qui est giclé, c'est dans la petite salle mécanique qui est en très mauvais état. Puis c'était des tuiles qui manquent. Ça, c'est quelque chose de mineur, mais il y a des tuiles qui manquent. Parce qu'on parle des finis ici. À l'intérieur, dans la cuisine, on voit qu'il y a eu de l'eau, comme je disais tantôt. D'après moi, c'est une question de sceller sur la toiture aux endroits où la toiture rencontre le mur. Puis il y a probablement de l'eau qui est rentrée dans la cuisine. On ne le voit pas bien, mais les tuiles qui sont enlevées ici, la structure des trosses, on voyait qu'il y avait eu de l'eau à un moment donné. Fait ça vient à 99% certain de la toiture. Ça fait, les recommandations, c'est de remplacer l'isolant qui a été affecté par les infiltrations d'eau, nettoyer les surfaces pour éliminer toute trace de moisissure, rapiester, sceller le pare-vapeur, ce que je disais, la photo que je vous montrais ici, là, ça serait, vous voyez l'isolant est noir, il y a définitivement eu de l'eau, c'est tout nettoyer ça, mettre de la nouvelle isolant, puis refaire la finition par-dessus. Puis installer une nouvelle finition intérieure sur les parties non finies, surtout aux endroits où il y a de l'isolant exposé. Puis remplacer les tuiles de plafond manquantes, endommagées, après avoir réparé les fuites de toiture. Encore là, dépendamment de la fonction que vous voulez donner à la cuisine, si vous voulez la réaménager, ça serait de le faire à ce moment-là, de remplacer les tuiles de toiture. Sécurité du bâtiment, c'est la chose la plus importante, je dirais, à part les fuites d'eau et tout ça, mais tout le côté esthétique, ça dépend de vos priorités. Mais au niveau des non-conformités architecturales, c'est les systèmes qui ne rencontrent pas les exigences du code du bâtiment. Puis il est à noter qu'un bâtiment occupé, quand vous avez un bâtiment existant que vous utilisez puis qui ne rencontre pas toutes les exigences du code, à moins d'avoir quelque chose de très dangereux que le prévôt des incendies viendrait vous dire qu'il faut absolument que vous arrangez ça, vous n'êtes pas tenu d'amener le bâtiment au code à 100%. À moins que vous faites des rénovations majeures. Puis habituellement, rénovation majeure, par définition, c'est de faire une addition au bâtiment ou encore de changer la fonction du bâtiment. Dans votre cas, s'il n'y a pas d'addition puis qu'il garde la même fonction, il n'y a rien. On a nommé les choses que vous devriez regarder, mais rien de majeur. Comme je disais, cependant, une mise à niveau du prévôt des incendies pourrait être émise si qui passe là et qui voit des choses. Le bâtiment, la façon qu'il est classé présentement, je vous ferai fi de toutes ces petites choses-là, mais dans le code, on classe les bâtiments selon leur grandeur, selon leur utilisation. Le bâtiment devrait avoir des gicleurs. Il n'y en a pas. Puis comme je le disais tantôt, par contre, si vous ne faites pas de modification, vous n'avez pas besoin d'en mettre. Des fois, ce qui va arriver, le prévôt va peut-être vous dire, s'il y a quelque chose, vous faites des rénovations, rajoutez une porte à la place de mettre des gicleurs, puis je vais être correct avec ça. Donc, le bâtiment devrait être protégé de gicleurs. Donc, un ajout du côté du garage des terrains de pickleball, si vous faites ça éventuellement, ça mènera automatiquement l'obligation de mettre des gicleurs parce qu'on agrandit le bâtiment. Ça fait... Puis le but de tout ça, c'est d'augmenter la résistance au feu. Le plancher de la mezzanine aussi, tout de suite, le plancher devrait avoir une résistance au feu. Il ne l'a pas. Puis c'est correct, mais si vous faites cette addition-là, ça va vous obliger de faire cela. Il va y avoir beaucoup d'obligations qui vont entrer en ligne de compte si vous faites une addition au bâtiment. Les issues de secours,
Les 3 issues de secours à l'entrée principale et les 2 du côté nord répondent aux besoins d'évacuation totale pour 600 personnes. En gros, une porte, c'est 150 personnes. On multiplie le nombre de portes par 150, on a 600 personnes. Cependant, une rampe d'un côté et une marche de l'autre ne sont pas conformes. Ici, cette petite marche-là, c'est pas conforme. Pendant une panique, s'il y a 600 personnes qui sortent, ils peuvent tomber. La même chose, la rampe ici, quelqu'un peut tomber sur le côté. On suggérait d'arranger ça. Puis l'emplacement des issues de secours, ça, c'est juste une note, je ne l'ai pas mis en vert, mais quand vous avez des gicleurs, ce qu'on parle d'emplacement d'issue de secours, c'est une distance maximum à une issue de secours, dépendamment de la grosseur du bâtiment. Puis quand vous avez des gicleurs, bien, cette distance-là diminue. Ça peut aider au niveau du code de ne pas rajouter des portes ou quelque chose comme ça. Les escaliers ne sont pas conformes non plus. Il n'y avait pas de main courante, tout ça sur la mezzanine, etc. Puis, ce que je voulais amener ici, par contre, ça, c'est les issues de secours sont au fond ici. La mezzanine est derrière moi. Puis, c'est ce qu'ils appelle la circulation là, qui mène vers les issues de secours. Puis, en tout cas, je suis assez grand, mais quand j'ai passé là, je suis obligé de faire ça avec ma tête. C'est une recommandation de modifier ça. Mais dans vos plans, vous voulez enlever les bandes, puis tout ça, etc. Ça réglerait le problème de faire ça. Non-conformité électrique, ce que je vais faire, je vais revenir tantôt. Au niveau des fondations, on n'a rien vu. Il n'y a rien qu'à bouger, tout est correct. Ça fait tant qu'il n'y aura pas de mouvement ou il n'y aura pas de craque majeure, il n'y a rien à faire là. Au niveau de la charpente de bois, tout ce qu'on a vu semblait être correct. On a vu, comme je disais, un petit peu de brun de moisissure dans la cuisine, mais c'est seulement en surface, ça fait il n'y a pas de problème. Je pense que c'est ce que j'ai essayé de montrer ici. Les fermes de toit de la cuisine. Ça fait que, éventuellement, faire une évaluation préventive par un ingénieur structure advenant l'observation de mouvement, si vous avez quelque chose qui bouge dans le bâtiment. L'agrandissement pour un terrain de pickleball, on se dit que ça prend à peu près 4200 pieds carrés. On a évalué les coûts à peu près 630 000, mais ça, c'est pour l'addition seulement. Mais aussitôt qu'on fait l'addition, on impose des changements pour rencontrer le code. Ça fait qu'on se retrouverait avec un projet, je pense que je regarde tantôt, de 800 000 $. L'agrandissement de la surface de jeu de soccer, enlever le système de bandes, remplacer la surface actuelle par une surface multifonctionnelle. Comme je disais tantôt, si on fait ça, bien, en enlevant les bandes, ça améliore beaucoup l'accès aux issues de secours. Ça fait que ce serait une bonne chose à faire. Puis ici, ben, on parle juste de type de plancher qu'il faudrait mettre. Ça fait partie de l'évaluation. Puis, je vous ferai fi de tous les petits détails, à moins que vous avez des questions. Mais pour faire tout cela, la mise à niveau, on parlerait de 1,2 million environ. Ça, c'est sans le pickleball. Qu'on parle de 600 000 $ additionnels. Fait, avec 1,2 million, votre bâtiment est à niveau. Par contre, je veux juste m'assurer, chauffage optionnel, remplacer tuyauterie. Ça, c'est si vous ne faites pas de changement au bâtiment. Ça n'inclut pas les gicleurs. Fait, ça, c'est vraiment votre bâtiment tout de suite, comme vous l'avez, vous ne changez rien à part l'améliorer, c'est 1,2 million. Mais j'ai tout mis là-dedans, changer le vinyle, puis tout ça, etc. Donc, il faut faire des choix judicieux selon vos budgets. Ça fait que ça fait le tour. Ici, ce que je disais, on parle d'à peu près un projet de 800 000 $, 900 000 $ si on fait le pickleball, incluant les gicleurs, qui veut donc dire que 1,2 million, on parle d'un projet de 2 millions. Juste pour référence, quelqu'un qui voudrait faire un complexe comme celui-là, pickleball, du soccer intérieur, tout ça, etc., la grandeur de ce bâtiment-là, quelque chose de moderne, au goût d'aujourd'hui, vous parleriez d'un bâtiment probablement de 10 millions. Fait que vous avez quand même une infrastructure qui sert à quelque chose, là, qui est pas à mettre de côté. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cela avant que je passe à autre chose? Des questions. Des questions seulement pour les conseillers et conseillères. L'art du bâtiment comme tel, la bâtisse, à quelle année que ça a été construit?
je l'ai au début. Dans les années 75, OK. Ouais, mais je l'avais au début, là. Ouais. Comme je dis, j'ai fait fi de l'historique, là. Oui, puis ça donnerait une durée de plus de combien d'années? Ah, si on fait ça, tout ce que j'ai mis là, 1,2 million, on se rajoute une cinquantaine d'années, là. Ah oui, on le remet à 9. Si vous mettez 1,2 million dedans, on le remet à 9. Oui. D'autres questions? Merci, M. Foulem. On Parfait. passe au point 3.2, qui est la salle Denis Ah, Richard. excuse-moi, j'avais une petite chose par contre à l'intérieur de ce même projet-là. OK, allez-y. Je vais continuer, désolé, mon erreur. Fermer l'onglet actif. Moins de secondes. Petit problème technique, je ne suis pas habitué à votre système. Ça ferme pas. OK. Oh. Je cherche la souris. Je veux prendre le document salle de rencontre ici et le mettre sur l'écran. OK, juste la question, j'ai essayé. C'est ça? Ah, parfait. Merci beaucoup. Dans un deuxième temps, au niveau du Sportplex, on nous avait demandé de regarder améliorer la mezzanine, l'accueil du bâtiment. Le soccer, mais je vais juste vous énumérer ici les priorités ou les objectifs de la municipalité de la ville. Population changeante, l'arrivée de plusieurs immigrants, un engouement grandissant pour le soccer justifie d'améliorer l'installation et de la rendre plus confortable et plus accueillante. On prévoit donc de créer une salle de rencontre plus un bureau pour l'organisme de soccer Chaleur. Un bureau double aussi prévu qui servira, entre autres, à y loger les systèmes de contrôle du bâtiment. Puis finalement, de créer un espace ouvert, accueillant avec coin café, coin pour enfants, machine distributrice, etc. Tout au niveau de la salle en haut. C'est ce que vous avez d'existant ici, les escaliers qui mènent à une salle que vous avez d'existant en haut, mais qui est, je dirais pas... Ça d'après moi, je m'en souviens pas, j'avais fait les recherches, fait un petit bout, mais on l'a ici construit en 75, mais la partie en avant, d'après moi, a été faite après. Selon moi. Mais c'est quand même, tout ce que vous voyez là date de très longtemps. Ce qu'on a prévu à la mezzanine, en haut, il y a les 2 escaliers qui montent à la mezzanine. Il y a ce grand espace ici. C'est un petit peu difficile de faire quelque chose parce que c'est très mince, même pas 20 pieds de large. Je pense que c'est 16 ou 17 pieds de large. Mais ce qu'on a fait, c'est j'ai conservé les 2 escaliers, mais je les ai mis au code. Puis, ce que j'ai fait, c'est en entrant, en arrivant en haut, on a fait un espace commun avec une espèce de bar, excusez-moi encore l'expression en anglais, ben, un drinking rail. Finalement, c'est une tablette qu'on s'assoit et qu'on peut grignoter puis prendre un verre, puis regarder ce qui se passe sur le terrain de soccer par la fenêtre. Donc, c'est un lieu d'observation. Mais aussi, on a fait un coin café, puis un coin pour les enfants, puis donc un espace commun où les gens peuvent jaser, discuter, etc., tout en gardant un œil sur ce qui se passe sur le terrain de soccer. Finalement, un espace idéal pour les parents. Du côté soccer, ce qu'on a fait, c'est la salle de rencontre ici, qui est dédiée, à ce que j'ai compris, à Soccer Chaleur, avec le bureau de Soccer Chaleur. Puis dans les 2 bouts ici, de chaque côté, il y a le bureau double qui avait été demandé au programme. Puis dans les 2 bouts, ce que le dôme, on perd de l'espace, bon, on a mis du rangement des armoires finalement là, pour finir de chaque côté. Ça fait donc, on a 2 espaces de bureau et du rangement de travail. Bureau double ici, de 215 pieds carrés. On a le bureau de Soccer Chaleur, qui est 122 pieds carrés. Juste pour vous donner une idée d'ordre de grandeur, qu'on parle au niveau du gouvernement, un dirigeant a 120 pieds carrés, puis
fonctionnaire à 100 pieds carrés. C'est un bureau d'une grandeur normale. Puis, la salle de rencontre, on a 1800 pieds carrés ici. Puis on a salle de... Oh, il y a un petit problème. Cette salle de rencontre Soccer Chaleur, ça doit être 180 pieds carrés, il y a un 3 de trop, là. Ça fait plus d'allure. Puis, l'espace commun ici, 377 pieds carrés. On a refait les toilettes au rez-de-chaussée. Je vais vous le montrer tantôt. Au rez-de-chaussée, ce que vous avez, tout de suite, vous rentrez, l'entrée principale dont on parlait tantôt, avec les portes d'aluminium. Puis les toilettes des hommes sont dans le vestibule avec un muret qui cache l'entrée des toilettes. Puis il y a les toilettes des hommes ici. Tout de suite, vos toilettes ne rencontrent pas les normes au niveau d'accès universel, chaises roulantes, tout ça, etc. Ils manquent de grandeur. Puis la toilette des femmes est accessible à partir du grand espace, le terrain de jeu. Ici, comme ça, avec une vue directe dans la toilette. Puis encore là, on ne rencontre pas les normes au niveau d'accès universel. Puis quand on parle d'accès universel, c'est chaises roulantes, mais c'est toute personne ayant besoin d'accéder au bâtiment. Puis c'est donc des toilettes accessibles, inclusives, finalement. J'avais pas beaucoup d'espace. J'en ai discuté avec les gens autour de la table quand on parlait du projet avec Vincent, donc, ce que je vous ai proposé, parce que je n'avais pas beaucoup d'espace, il y aurait peut-être lieu de regarder vos besoins éventuellement, puis de prendre une salle de change, un vestiaire pour agrandir la toilette. Mais ce que j'en ai profité pour vous proposer, c'est que maintenant, ce qu'on regarde, puis le prochain code national du bâtiment va pousser vers les toilettes, puis le font dans les écoles maintenant non genrées. Ce que je vous propose, au lieu d'avoir 2 toilettes, c'est d'avoir une seule toilette non genrée. Donc, j'ai tout pris l'espace des toilettes. Je vous ai mis 4 toilettes ici, qu'on voit ici, mais la particularité, quand elles sont non genrées, les portes sont pleines. On ne peut pas voir dans les cracks, on ne peut pas regarder. On a des toilettes privées comme ça. Ce que j'ai fait, il y a les urinoirs ici, mais qui sont cachés. Fait faux. Il y a seulement les gens qui utilisent les urinoirs qui peuvent aller aux urinoirs. Okay. Théoriquement. Puis ici, il y a une table allongée, qui est quelque chose qui est demandé dans les toilettes universelles. Donc, puis on en profiterait pour refaire une finition. Donc, ça, c'est la vue ici, à partir, si j'étais debout à peu près ici. Je regarde par là, je vois les urinoirs, puis je vois l'entrée de la toilette, avec les toilettes à gauche, l'entrée. Ça, c'est le vue de l'autre côté. Où ce qu'on voit là ici, le petit logo d'urinoir, puis qu'on peut rentrer à l'intérieur pour aller aux urinoirs. Fait, ça se retrouverait. Puis, j'en ai profité pour faire une espèce de chicane ici, là, qu'on appelle, pour pas que les gens voient à l'intérieur de la toilette quand ils sont à l'extérieur. Fait, c'est ce qu'on vous propose comme genre de toilette à ce niveau-là. Fait, le look qu'on regardait de l'extérieur, ben, et puis on en profiterait aussi dans le lobby, parce qu'on élimine le petit raccoin, on pourrait en profiter pour améliorer le look du lobby, puis il serait plus large, puis il serait plus accueillant. Une fois rentré dans l'espace, ben, on referait. Ici, vous avez des problèmes. Il y a une mezzanine en haut là. L'accès est par le plafond. Je n'ai pas rajouté d'escalier. On pourrait toujours l'accéder de cette même façon-là. Mais sur le toit de la mezzanine, vous avez des unités de mécanique, de ventilation, tout ça, etc. Puis, je suis monté en haut là, puis c'est dangereux. Les mains courantes, tout est croche et lousse. On referait tout ceci, puis on le cacherait. Ici, il y a 2 unités de ventilation. Puis, on referait la fenestration ici. Puis, les escaliers sont refaits. Mais j'en ai profité pour donner un peu de couleur, puis d'essayer, je ne sais pas si vous le voyez, là, cette image-là, mais d'essayer de rendre quelque chose d'inspirant. J'ai mis des choses comme valeur... respect, puis des choses comme ça. Ça fait de faire un design qui essayait de, contribuer à la bienveillance, puis toutes ces choses-là, à l'accueil. Puis ici, comme vous le voyez, on l'a dit tantôt, vous n'avez plus de bandes, les bandes de hockey, c'est complètement ouvert, le terrain il est plus grand, puis à la demande, je pense, des gens qui font du soccer. Puis comme je disais, ça améliore l'accès aux issues de secours. Ça fait ces d'autres points de vue du même endroit. À la mezzanine en haut, finalement, ici, ce qu'on aurait, c'est le bureau de soccer chaleur. À côté, c'est avec la salle de conférence, qui est celle-ci.
la salle de conférence avec un whiteboard, puis les armoires que je vous disais dans le bout, avec le bureau de Soccer Solar qui se retrouve ici. Ça, c'est le bureau complètement à l'autre côté, ici, que le bureau double, avec le rangement, puis qu'on l'a fait en fonction de la fenestration existante. Puis, à l'intérieur, ben, c'est l'espace ouvert sur lequel, comme je disais, c'est des tabourets avec la tablette pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur au niveau de l'activité sur le terrain de soccer, avec des espaces de rencontre des chaises. Puis si on regarde de l'autre point de vue, si on rentre par cette porte-ci, c'est la vue qu'on a avec le café ici. Juste à droite, on a le bureau double, le café, avec des tables, une machine distributrice. Puis dans le fond, là-bas, le coin pour enfants. C'est une toute petite table, c'est pour accueillir 2-3 enfants pendant que les parents, alors j'imagine le scénario qu'il y a le petit de 12 ans qui joue au soccer, mais il y a le petit de 4 ans avec les parents en haut puis qui peut s'amuser dans ce coin-là. Puis de tout refaire les finis pour rendre ça beaucoup plus agréable. On parle pour ce projet-là d'un montant d'à peu près 270 000 $ pour exécuter les modifications à la mezzanine puis aux toilettes. Ça finit pour le Sportplex, s'il y a des questions. Et vous, des questions? Gaston? Dans le prix du projet, là, Oui. tu parlais de plancher, le synthétique est dans le prix. Hein? Oui, il est dedans. Puis ça, j'avais eu des discussions avec Vincent. À un moment donné, on avait budgété, il y a plusieurs niveaux de qualité. Puis ça peut partir d'à peu près 130 140 000 $ à près de 400 là, puis on est allé vers le haut de gamme. OK, merci. Ronnie? Au niveau du plancher synthétique, là, il y aurait possibilité de mettre des filets pour jouer au pickleball. Là, Ça, on a eu la discussion, c'est que si il priorise le soccer, il sert presque uniquement au soccer. OK? Si vous voulez un plancher synthétique qui est multifonction, donc pickleball pour être tennis et soccer, à ce moment-là, sa qualité au niveau du soccer n'est pas celle demandée par la FIFA qui appelle. Mais c'est un choix de votre côté, ça. Puis ce que j'ai eu comme directive, c'est qu'on irait plus vers prioriser le soccer. OK. Merci. D'autres questions? Moi, j'ai une question. Le 270 000, ça fait partie du 1,2 million. Ça veut dire que tu as 1,2, Oui. 270, puis 800 000 s'il y a rien Le 1,2, c'est la mettre au niveau. OK. Ça, c'est de l'amélioration qui se rajoute à ça, oui. OK. Parfait. Olivier? Je voulais savoir, j'ai peut-être mal vu, est-ce qu'il y a quelque chose pour des estrades ou des filets pour protéger le public? Je sais que ça se Il n'y a fait pas dans rien de prévu. OK. Il n'y a pas d'estrade prévue dans ce sens que vous aviez des estrades mobiles présentement. Ça serait de chaque côté, parce que là, on a du gazon de mur à mur, mais le terrain est beaucoup plus petit, il y a de l'espace pour se promener. Comment dirais-je, il est vu un peu comme un champ de soccer extérieur, quoique, mais c'est comme ça qu'il a été conçu, mais il y aurait des choses qui pourraient être faites pour remplir ce besoin-là s'il est vraiment nécessaire. Brigitte? Tout à l'heure, vous parliez de mise à niveau par rapport à la sécurité du bâtiment, dans la mesure où il y aurait une addition. Oui. Donc, dans vos différents scénarios, l'amélioration de la mezzanine ne serait pas une addition? Est-ce que Non, c'est pas une addition, non. Donc, Non. tout ce que vous nous avez dit qu'il faudrait qu'il soit changé, on n'aurait pas à faire ça parce que c'est pas une addition. Vous n'avez pas à faire ça, non. OK. Non. Mais ceci étant dit, au niveau de la sécurité des usagers, Oui. vous avez présenté un scénario complet, mais est-ce qu'il y a des vices qui sont vraiment essentiels à corriger pour assurer la sécurité? Moi, je vous dirais les deux entrées du côté nord, qui a une petite plateforme de 6 pouces de haut, puis qui a une rampe, là. Ça, je m'arrangerais pour faire une rampe beaucoup plus large, qui n'a pas de danger de tomber de chaque côté. C'est une priorité. C'est pas une grosse priorité. Mais ça reste quand même que la façon que ça fonctionne, vous avez un bâtiment, vous l'utilisez, puis tout ça, etc. Je ne sais pas si
le prévôt est venu à un moment donné pendant la rénovation, mais habituellement, il vous fait une liste. Il aurait dû avoir ce genre de choses-là sur la liste, mais je te dirais que ça, c'est une priorité. Il y a, je le dis dans le rapport aussi, il y a des endroits que c'est écrit « issue de secours », mais la porte n'est pas de poignée et est barrée. Il faudrait enlever ça parce que ça porte à confusion. Quelqu'un peut se diriger. Ça, c'est dans le rapport. Il y a des petites choses comme ça à améliorer. Puis dans le rapport, on le dit. Mais il n'y a pas rien de majeur comme tel, là. Je pense qu'on a comme une version sommaire du rapport, là. C'est pour ça que je posais ce genre. Oui, c'est bien. D'autres questions? Merci. On va passer à la prochaine présentation. Je vais peut-être avoir besoin de tomber. Fermer celui-là. Là, maintenant, ce que je veux, c'est celui-ci. Ah, OK, ça y est. Ah, il est Il est c'est dessus. le mien, ça, par contre. Oh. Je sais pas si tu peux slider, je vais voir s'il y a du vert dessus. Oui, il y a du vert, c'est le mien. OK. Ah, parfait. Ça marche. Attendez, on peut aller oups. J'essaie de faire le plein écran, là, mais... Ça sera pas long. Oui, c'est bon. Ouais. Y a-t-il une façon que je peux zoomer? Je pense que les gens voient bien quand même. Attendez. Je- Il va venir. C'est le spécialiste. Désolé, mais c'est pas ma machine. Ça va être pratique pour toi, mais en fait, le contrôle molette, t'as ton zoom là. Donc tu peux maintenir. Et après avec la roulette. Contrôle avec la roulette. Ouais. OK. Et tu fais définir comme ça ta présentation. OK. Mais je pense que là, c'est un bon format. OK. Merci beaucoup. Bon. La salle de spectacle de Denis Richard. Encore une fois, Corbeau, on a eu un mandat. Vous avez fait, ça fait pas tellement longtemps de ça, vous avez créé une salle multifonctionnelle. Je pense que le but, c'était d'avoir des petits spectacles, des mariages, des choses comme ça. C'est devenu la salle multifonctionnelle de Denis Richard, mais je pense que vous voulez en faire une salle de spectacle de Denis Richard. Donc, le mandat qu'on a eu, c'est assez simple. Si je viens ici, le programme, c'est de l'ajout des loges pour artistes, parce que si on veut en faire une salle de spectacle en bon uniforme, ça prend des loges. C'est de revoir l'entrée principale afin de mieux accueillir le public. Tout de suite, on rentre dans le bâtiment, puis on est direct dans le bâtiment. C'est d'ajouter une toilette pour les hommes. Je pense que vous avez eu l'expérience, ça causait problème, mais qu'une toilette de plus, on le fait. Modifier l'espace bar-cuisine. Le bar était détaché de la cuisine, tout ça. Puis quand de soir, les gens avaient accès à la cuisine ou accès au bar. De régler ce problème-là, je vais vous le montrer tantôt. D'ajouter des estrades rétractables, ce qu'on a fait, puis d'agrandir la scène, et donner un accès direct à partir d'un débarcadère. Tout de suite, ce que vous faites, vous rentrez par une porte de côté avec l'équipement de scène, puis vous montez ça la façon que vous pouvez le monter. Là, ça serait d'avoir un débarcadère, puis on arrive, puis on est au niveau de la scène. Bon. Donc, vos objectifs, c'était d'affirmer la vocation de salle de spectacle. Donc, de se concentrer sur des besoins spécifiques aux arts de la scène. Puis donc, on a eu une rencontre, une consultation avec les artistes proprement dit, ou les gens qui gèrent la scène, les techniciens, tout ça, etc. Augmenter la capacité et le confort, viser 250 places assises. Ça, je vais vous montrer tantôt, il y a plusieurs scénarios. Mais on n'a pas agrandi la salle comme telle. Ça aurait été plus onéreux, il aurait fallu déplacer le stage. Ensuite, moderniser les équipements techniques, éclairage, sonorisation, etc. Fait ça, on vous a pas décrit exactement ce qu'on faisait, mais on a mis des budgets pour le faire. Améliorer l'expérience artiste, justement, les loges. Optimiser le fonctionnement et l'esthétique. Revoir l'aménagement de l'entrée, le bar, la scène, donc
d'y mettre une image beaucoup plus à la hauteur d'une salle de spectacle, je dirais à la hauteur de Denis peut-être. Puis répondre aux besoins opérationnels, intégrer des solutions pour faciliter la gestion, l'entretien, la sécurité, etc. Ce qu'on a fait essentiellement, puis ici c'est tout du côté technique, la plomberie, ce qu'on ferait. Puis je vais y aller rapidement. Côté plomberie, ventilation, tout ça, il y a des mises à jour à faire parce qu'on va agrandir le bâtiment. Côté électrique, il y avait des choses qui étaient désuètes au niveau de la technique. On remplace ça. On a mis des budgets pour mettre de l'éclairage, des budgets pour mettre des systèmes de son. Par contre, c'est des budgets. Lorsqu'un projet comme ça va de l'avant, ben après ça, on travaille avec les gens qui sont impliqués pour dire, c'est quoi vous voulez exactement à partir de ce budget-là, etc. On a mis des budgets adéquats pour pouvoir ça. Tout de suite, vous avez 2 échangeurs d'air. Je l'ai mis en vert ici, je vais vous le lire. Le bâtiment existant est alimenté en air par 2 échangeurs d'air de chaleur. Une plaque type énergique sensible, de type énergie sensible seulement, chacun d'une capacité de 800 CFM, 850 CFM. Installé en 2015. Selon le calcul, c'est amplement suffisant pour fournir de l'air nécessaire pour les rénovations. Donc, les systèmes existants seront réutilisés. Seulement, les conduits d'air seront modifiés pour emporter l'air aux nouvelles salles. Fait, finalement, ce qu'on dit, c'est ce que vous avez là fonctionne. Fait, le bâtiment, comme tel, il n'y a pas de problème. L'entrée électrique, par contre, tout de suite, vous avez une 400 ampères. Puis si on veut rajouter tout l'éclairage, toutes les loges, toutes ces choses-là, il va falloir la modifier puis l'amener à 600 ampères. C'est la chose la plus majeure du côté mécanique électrique. Je vais y aller rapidement. Éclairage de scène, comme je vous le disais, on a mis des budgets pour ça. Système d'incendie. Sonorisation, on a mis des budgets pour ça. Bon. J'arrive avec ce qu'on fait. Puis on a vous le voyez, on a un projet d'à peu près 1,7 million, près de 1,7 million, pour faire tout ce que je vais vous montrer. Puis ça, il y a une petite chose qu'on a une note toujours ici, en dollars d'année courante, inclus pour la TVH. Si le projet va de l'avant dans 6 ans, bien, il y a à peu près 2,5 à 3 % d'inflation par année. En gris, c'est le bâtiment existant, ce que vous avez présentement. L'entrée principale est ici. La scène se trouve là. Puis derrière la scène, dans le fond, on a fait des petits espaces de loge, puis tout ça. On l'a accommodé du mieux. Je dis on parce que j'avais participé au projet en 2015, je pense. Puis on l'a accommodé du mieux possible pour faire des petits spectacles et tout ça. Mais disons que c'était pas un endroit où vous pourriez emporter des spectacles, des gens qui ont certaines exigences au niveau des loges, puis tout ça, etc. Ça fait ce qu'on a fait. J'ai agrandi, j'ai élargi la scène. J'ai donné plus de place à la scène, qui permet d'avoir des rideaux de chaque côté, puis des gens de pouvoir circuler autour de la scène pendant qu'il se passe quelque chose sur la scène, qui était très difficile présentement, à partir de l'arrière des loges. Donc, j'ai dû manger sur le storage existant, je l'ai réduit. C'est pour ça que j'en ai additionné ici, directement accessible à partir de la salle. Essentiellement, ce storage-là va servir pour mettre des tables, des chaises, des choses comme ça. Il y aura aussi, on parlait de, je pense au niveau mécanique, vous voudrez un petit coin pour mettre un puits pour l'eau, qui expliquait, mais ça peut être mis dans un coin sur au plancher. La salle électrique se trouve juste ici. On la laisse au même endroit parce que changer une salle électrique de place, ça coûte très cher. Mais on l'agrandit un petit peu avec la nouvelle configuration de la scène, puis avec la conciergerie qui se trouve ici. On avait une petite loge avec une toilette là, on l'a éliminée. Ça donne l'espace à côté de la scène si jamais il y a un spectacle qui demande d'avoir de la proximité à côté de la scène pour peu importe ce que c'est, gestion ou quelque chose du genre. Ça peut être un espace de un petit bureau, peu importe. Le mur ici, la façon que les murs sont faits ici, on ne voulait pas briser l'intégrité structurale du bâtiment. C'est pour ça que je disais que si on a voulu agrandir ici, il aurait fallu mettre la scène en arrière puis ouvrir très large. Puis là, on jouait avec la structure beaucoup. Puis on n'a pas voulu jouer avec la structure. Ça fait ce qu'on a fait, c'est une ouverture ici qui donne le lien entre la scène puis l'addition qu'on fait. L'addition qu'on fait, il y a un débarcadère. À une hauteur où un camion recule puis débarque les choses directement à la hauteur de la scène. Fait tout ce qui va débarquer ici pour spectacle,
va passer directement sur la scène. Ça fait, il n'y a plus rien à manipuler de façon difficile, puis de monter ça, puis avec, etc. Ça fait, il y a le débarcadère qui est ici. À partir du même endroit, c'est le seul passage, mais ici, on va vers l'espace artiste. Ce qu'on a fait, encore une fois, après les discussions qu'on a eues avec justement les artistes, on a fait une loge privée. Parce que ça vous donne plus de possibilités au niveau du genre de spectacle. Il y a des spectacles dans lesquels il y a des gens qui vont exiger une loge privée. Aussi, ce que ça permet, là, ce que j'avais compris, c'est des fois, s'il y a une première partie à un spectacle, ben, on n'a pas la première partie, les gens de la première partie mêlés avec les gens de la deuxième partie. Ça fait qu'on a une loge privée qui donne directement accès ici avec la toilette, le typique d'une loge avec le miroir, puis la douche. Ensuite de ça, bon, on a le salon vert qui appelle, un petit salon avec un réfrigérateur, machine à café, les jus, tout ça que c'était là, etc., pour discuter, pour parler. Vous allez voir des images tantôt. Avec une toilette universelle. Justement, quand on a discuté, il y a eu un spectacle, ce que j'avais compris, il n'y a pas tellement longtemps que quelqu'un avait besoin, un artiste avait besoin d'une toilette universelle, avec 2 douches, dont une qui est accessible aussi, puis de l'espace pour 6 personnes confortables dans la loge. Ici, mais on pourrait en accueillir plus, mais disons, confortable, on en met 6, pas de problème. Fait, c'est ce qu'on a rajouté de ce côté-là, avec une rampe, qui aussi, c'est l'entrée des artistes. Ça fait le débarcadère ici, du stationnement là, puis l'entrée des artistes qui se retrouve ici. Puis, si vous le voyez ici, là, vous êtes limité côté terrain, là, mais on a à peu près, on respecte la limite du côté terrain à l'arrière. Au niveau de la salle comme telle, la scène se trouve à peu près au même endroit ici qu'elle est présentement. On ne voulait pas manger dans la scène, mais elle est plus large, plus confortable. Puis ici, ce qu'on a, si vous voyez de chaque côté ici, c'est les marches, c'est les gradins rétractables ici. Je vais vous montrer d'autres images tantôt. Avec une partie des gradins sur lequel il y a un plateau pour une régie, qui est à peu près dans le centre de la place, qui est un petit peu plus élevé. Puis donc, tout de suite, votre régie, vous la retrouvez là-bas dans le coin ici, à côté de la cuisine, puis tout ce qui est le filage, etc., pour contrôler les spectacles se trouve là. Mais là, on va le filage et tout là, on va juste le déplacer dans un mur qu'il y a ici pour pouvoir amener le filage à la régie en dessous des gradins. Ça, les fils vont bouger avec les gradins. Ce qu'on vous a créé ici, c'est de l'espace sur le côté foyer pour pouvoir... Puis aussi de le mettre, si quelqu'un pendant un spectacle va à l'arrière, va aux toilettes, tout ça, ben, il est séparé de ce qui se passe dans la salle comme tel. S'il va au bar, peu importe, il est séparé. Puis à côté, on a mis des tables pour avoir des gens, dépendamment, vous allez le voir tantôt dans d'autres configurations de la salle avec des tables, mais ça devient un endroit plus comme ce qu'on appelle, je ne sais pas le mot, mais cabaret, style cabaret. Ici, on garde, vous avez une mezzanine en haut pour les cadets, je pense. On les conserve au même endroit jusqu'à nouvel ordre. Puis on a modifié, puis ici, vous aviez, en pointillé, ici, vous aviez on entrait, puis on avait l'achat de billets, puis tout ça, etc. Puis on a complètement enlevé ça pour donner plus d'espace pour un foyer. Mur d'exposition à l'arrière, vous allez voir tantôt, ça, c'est un grand mur qui cache les gradins. Puis vous avez tout de suite une espèce d'exposition qui est faite, là, je ne me souviens plus exactement c'est quoi, mais vous avez différents artistes, ils sont dans la salle. Puis ce mur-là pourrait très bien se prêter à ça, puis il est assez grand pour que ça se prolonge, cette exposition-là, ou cette chose-là. Au niveau du bar, ce qu'on a fait, il était ici, on l'a déménagé là avec la cuisine. On a réduit un peu l'espace cuisine, parce que je pense que l'idée est moins d'aller vers une cuisine pour servir des spaghettis, là, puis tout ça, etc. Mais elle reste là, mais elle pourrait servir pour un traiteur, finalement. Ça fait, il y a quand même un minimum de choses. Puis on avait joué avec... j'avais mis des portes, j'avais plusieurs portes ici, parce que quand, justement, la cuisine est utilisée en dehors d'un spectacle, on ne voulait pas que les gens de la cuisine ou les gens qui se servent de la cuisine aient accès au bar, proprement dit. Parce qu'on propose ici, c'est un meuble qui
qui s'ouvre, qui est fermé à clé pour la boisson. On l'a fait à la salle de spectacle au Centre culturel à Caraquette. Puis finalement, tout ce que c'est un gros meuble. Puis quand il n'est pas en fonction, tout le monde peut aller au bar, mais il est complètement fermé, puis on ne peut pas avoir accès à la boisson. C'était la façon la plus simple de le faire, parce que sinon, on se retrouvait à plusieurs portes, pas le droit d'entrer ici, pas le droit d'entrer. Dans ce cas-là, tout est accessible, mais on peut barrer la boisson à clé. Puis au niveau du bar ici, il y a une porte coulissante qui peut être descendue pour fermer l'accès s'il y a autre chose qui se passe à l'intérieur, puis on ne veut pas avoir accès à ceci. Au niveau des toilettes, j'ai modifié un peu, puis j'essaie tout le temps d'améliorer l'accès en ce sens que quand on est dehors, on ne voit pas dans les toilettes. Puis au niveau de la toilette des hommes, il y avait 2 urinoirs puis une toilette seulement. On l'a modifié, puis maintenant, on a 2 toilettes puis 3 urinoirs. On en a rajouté plus 2. Puis au niveau de celle des femmes, on a changé un petit peu la configuration puis l'accès, mais essentiellement, c'est les mêmes toilettes. Dans le coin ici, on a fait un petit raccoin pour un guichet automatique, pas loin de l'entrée, pas loin du bar. Fait si quelqu'un a besoin d'argent pour aller au bar ou peu importe. Puis ce qu'on a fait à l'avant ici, puis il y a une question justement de, comme je le disais tantôt, on entrait puis on était directement dans la salle. Là, on entrait par un vestibule puis on aurait un lieu d'accueil. Un lieu d'accueil aussi qui peut servir un babillard, un banc, un lieu d'attente, un lieu d'exposition, mais qui mène vers la billetterie. Mais ça, ce que ça permet, c'est dans une journée de spectacle, quand le monde fait la file, mais tu peux avoir une vingtaine de personnes à l'intérieur qui est à l'abri, qui attendent pour acheter un billet. Un petit peu, si vous avez visité, on l'a fait quelques années passées, si nous l'avons fait au Carrefour de la Mer. Tu rentres, puis tu n'es pas directement dans la salle, mais tu as cet endroit-là où que tu peux te mettre en file. Donc, le vestiaire, billetterie avec les manteaux, puis que le staff peut accéder à partir de la salle directement ici, avec un petit coin avec un ordinateur, puis une chaise. Mais le service se fait ici. Essentiellement, c'est ça. Je vais vous montrer différentes configurations. Ici, ce que j'ai, je ne vois pas bien. Ah, c'est la même, OK. Puis cette configuration ici, qui est celle avec les gradins, puis avec les chaises assises devant les gradins se termine ici, puis le reste, c'est des chaises. On parle d'à peu près 266 personnes. Que j'ai mis ici, sans compter ce qu'on pourrait mettre sur les côtés ici, si vous voulez rajouter des gens, mais de façon confortable, 266. L'autre configuration ici, c'est semi-cabaret avec gradins. Enfin, on garde les gradins ouverts ici, mais à l'avant, on a des tables. Puis on parle d'à peu près près de 200 personnes avec des tables de 32 pouces. On avait discuté table longue, table ronde, etc. Il y a plusieurs formats de table. Je pense qu'on s'est entendu que la 32 pouces est assez confortable. Ce qu'elle vous permet aussi, c'est de les mettre bout à bout si vous voulez avoir des plus grandes tables. Puis elle se range facilement. Mais essentiellement, c'est une table pour 4. L'autre scénario qu'on a regardé ici, c'est seulement des tables. Puis vous voyez, quand les gradins sont complètement fermés, ils se retrouvent dans une boîte ici. Comme ça, vous allez voir une image tantôt. Puis on peut reculer la régie à ce moment-là, là-bas ici, parce que comme je vous disais, les fils de la régie partent d'ici puis se rendent jusqu'à là. Mais quand on rétracte les gradins, le fil se retrouve à l'arrière, puis on peut déplacer la régie, si régie nécessaire, dépendamment du genre de spectacle que vous avez. Une petite note que j'ai ici aussi, on a rajouté des supports, puis des treuils sur treuil pour des lumières dans la salle, qui vous permettrait même, je ne l'ai pas fait, mais d'avoir quelque chose, un spectacle qui se passerait au centre de la salle avec des gens assis autour. Ça pourrait arriver de faire ça. Mais puis le treuil, ce que ça permet tout de suite, les gens de la technique, quand ils veulent changer les lumières, tout ça, ils montent sur des escabeaux, là-bas en haut, les bras étendus, tout ça. Puis là, on aurait des winches qu'on appelle, là, puis on pourrait descendre ça sur des espèces de poutres, mettre les lumières debout, puis après ça, remonter ça dans les airs. C'est beaucoup plus sécuritaire. Dans ce format-là, la table de 32 pouces, de façon aérée, je ne l'ai pas mis ici, j'ai 160 personnes en style cabaret. Par contre, on a fait un autre modèle qui est le modèle plus l'agencement dense.
Ça, c'est dans un contexte plus... mais on le voit aussi, là ça a l'air vraiment dense à cause des chaises puis tout ça. Mais c'est, juste pour mettre un scénario, c'est quand je m'assois, je tire ma chaise, il y a une chaise pas loin derrière moi, c'est collé. Mais je voulais voir ce que ça peut donner. À ce moment-là, on peut mettre à peu près 220 personnes avec le même type de table. Mais c'est beaucoup plus dense, ça dépend. Fait, vous pourriez aller jusqu'à peu près ça, 220 personnes assis sur des chaises, puis 200, tantôt je vous disais 60 personnes avec les gradins dans le mode spectacle, salle de spectacle. De l'extérieur, on change de face, on change tous les matériaux extérieurs, etc. On probablement profiter en enlevant des matériaux pour rajouter de l'isolant. Le bâtiment, à un certain âge, on profiterait pour rajouter de l'isolant à l'extérieur. En changeant tous les matériaux, on referait la toiture, on change les couleurs. C'est l'entrée principale dont je vous parlais. Vous avez une sculpture ici vraiment intéressante qu'il faudrait déplacer un peu, ainsi que le cénotaphe, le déplacer. Puis je mettais la sculpture directement à côté des fenêtres. Puis si je reviens au plan ici, c'est tout fenestré ici. Ça fait qu'il y aurait un lien entre l'intérieur, puis l'extérieur, puis la sculpture. On le verra autant de l'extérieur que de l'intérieur. Puis c'est l'entrée principale, le vestibule, le lobby, ici. Puis, on referait tout, puis l'autre bord, le débarcadère que vous allez voir tantôt. Puis, on l'identifierait comme il faut, salle de spectacle Denis Richard. Un autre point de vue, vue de l'avant, journée de spectacle, il y a plein de gens qui y vont. Le cénotaphe serait mis en évidence devant un mur ici. Puis, comme je disais, les sculptures en évidence, mais vues de chaque côté. Ça fait qu'il y a vraiment un lien avec le côté artistique extérieur. Ça ici, c'est du côté débarcadère. Oh, j'ai de la misère avec ça. L'entrée principale est ici, puis c'est de l'autre côté avec les loges de ce côté-là, du côté débarcadère avec une porte de garage, puis une porte pour l'entrée des artistes avec la rampe. Fait comme je vous disais, un petit camion débarque là, puis il débarque direct au niveau de la hauteur de la scène. À l'intérieur, j'ai quelques images. C'est le salon vert dont je vous disais à l'entrée des loges. On a ici, c'est un petit coin avec le café, tout ça, etc., puis l'accès aux loges. Ici, c'est les loges proprement dites. On a le salon vert de ce côté-là, puis de l'autre côté de ce mur-là, on a la loge privée. Ça fait que l'espace pour 6 personnes, on ne les voit pas toutes. Puis à droite de ce côté-ci, vous avez les toilettes puis les douches pour les artistes. Dans la salle ici, voici ce que ça donne avec les gradins rétractables puis les bancs où on peut mettre 260 personnes. On ajouterait des panneaux acoustiques. On enlèverait complètement le plafond que vous avez là. De toute façon, il est blanc, puis en tout cas, on l'enlève. On sait que ce qui se passe au-dessus des plafonds, il y a des choses à arranger pour les murs. On a mis des allocations dans notre budget pour arranger tout ça, puis améliorer l'éclairage. Puis refaire le plancher, qui est assez âgé, lui aussi. Puis ça vous donne une salle de spectacle là, comme ça, beaucoup plus large d'ouverture. Voici une vue qu'on aurait à partir des gradins, ici. Puis ça, c'est le lobby principal, comme je vous disais, quand on regarde à droite, on voit les sculptures. Au bout, on a la billetterie, on entre juste ici. Puis ce mur-là, je me suis permis de rendre hommage à Denis Richard, mais il pourrait y avoir autre chose sur ce mur-là complètement. Puis c'est tout. Puis comme je vous disais tantôt, on parlait d'un projet d'à peu près 1,7 million, ou presque. Et vous, des questions pour M. Foulem? Gaston. Oui, sur la question du plancher, tu as analysé que les planchers seraient à refaire ou est-ce que... On a eu une réunion, je pense que c'était pas là la dernière réunion, puis moi je voulais le refinir, puis je pense qu'il y a eu le consensus autour de la table, là, je me souviens bien, Vincent, qu'on était mieux de changer. Oui. Avec d'autres bois. C'est un vieux plancher de gymnase, ou avec d'autres bois. Oui, puis je pense qu'il a été sablé une fois ou deux. Là. Oui, ben c'est ça. Je pense que l'usure, probablement, est là. doit être... C'est ce qui avait été discuté autour de la table à ce moment-là. Puis quand que les sièges sont rétractés, l'épaisseur du mur de côté, il est comment à peu près? C'est 1 point... C'est à peu près 4 pieds. 4 pieds, OK. C'est à peu près 4 pieds plus ou moins. Vois-tu, tu as une rangée de sièges, c'est à peu près 4 pieds, le plus ou moins. OK, merci. Puis ce qu'on fait sur les gradins, sur les côtés, il y a des rideaux pour pas que les gens peuvent
va aller en dessous des gradins. Puis on a discuté, quand c'est fermé, ça fait une espèce de mur, mais il pourrait aussi avoir des rideaux devant. Là. Merci. Anne. Juste une petite question par rapport au plancher, au gradin. J'ai vu que tu avais fermé les gradins puis mis toutes des tables de bistrot. Est-ce qu'on a besoin des gradins quand même si tu as des tables de bistrot? Je ne l'ai pas compris, celle-là. L'autre, Ah, c'est une variante. Finalement, celle-ci. ouais, ou l'autre. Celle-là. Celle-là. C'est que le gradin ici, c'est ce que Gaston venait de dire. Il y a une boîte d'à peu près 4 pieds de creux. On pousse les gradins, puis elle se ramasse là, mais les gradins restent là. Mais si on décide de sortir les gradins, qu'est-ce qu'on fait avec toutes les tables? Est-ce qu'on a Ah, il faut mettre les tables dans le storage ici. Y a-t-il de la place pour... Ça peut tout aller là? Oui, ces tables-là, habituellement, c'est des tables qui se stackent. Ah, OK. Puis l'autre qui se... oui. Ça prend. Ça dépend du petit style qu'on veut. OK. Oui. Merci. D'autres questions? Brigitte. J'ai vu brièvement là, le détail du budget qui devait être investi. Mais est-ce que ça comprend aussi l'équipement de scène? Non, on a mis un budget pour le son. On a mis un budget pour l'éclairage. On a mis un budget aussi, comme je disais, pour les winches, tout ça, etc. Mais s'il y a d'autres équipements techniques, des amplificateurs... Ben non, l'amplificateur, on l'a dans le son. Je te dirais que c'est une base. Mais si ils veulent des choses spécifiques ou autres, là, mais oui, on a un budget pour ça. Là-dedans. Parce que tantôt, vous parliez du rideau, puis tout ça, donc tous les... Les rideaux, oui, les rideaux, oui, tout est là. Les oui, rideaux doubles, etc. 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 Tout est là, oui. Fait que c'est presque un projet clé en main. Presque. D'autres questions? Merci, M. Foulet. Parfait. J'ai l'impression que j'ai plus plus que mon 2 fois une demi-heure, mais m'excuse. C'est intéressant. Parfait. Je peux vous laisser ça là. Je l'ai sur ma clé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller chercher Joël? La prochaine présentation, c'est M. Marcel Arsenault. Peut-être s'organiser en attendant Joël. Bonne journée à tous. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Moi, ça va pas être trop long. C'est une mise à jour concernant les terrains extérieurs pour le pickleball. On avait fait une présentation le 15 octobre 2024. Puis, durant la présentation, on avait mentionné aussi qu'on demandait pour 4 terrains, mais après ça, on a dit avec le nombre de personnes qui jouent, puis ça augmente tout le temps, ça serait préférable d'avoir 6 terrains. Fait, depuis cette rencontre-là, le club de pickleball BLB a été fondé le 19 novembre 2024. Le club a été en opération pendant la saison estivale à l'Arena de Petit-Rocher. Du 31 mai au 6 septembre. En 2025, on a été rendu à 125 membres enregistrés à Pickleball Canada. Pendant la saison estivale, on a eu 48 sessions, qui veut dire 48 fois des soirées de 2 heures. Ça comprenait des sessions de pratique. Il y avait une ligue échelle, qu'on avait des joueurs qui venaient jouer compétitifs aussi. Là, je l'ai mentionné tout à l'heure pour les 6 terrains. Les membres ont vraiment apprécié l'effort et l'opportunité de jouer à l'Arena de Petit-Rocher, mais durant l'été, les gens préfèrent jouer dehors. Certains membres ont aussi fait part de leur préoccupation de jouer sur une surface de ciment. C'était dur sur les jointures. Il y a certaines personnes qui ont venu puis ils n'ont pas revenu. Ouais. Les opérations à l'Arena, ça demandait une implication supplémentaire au niveau de l'exécutif. Il fallait aller là, ouvrir la porte, puis il y avait des frais aussi.
En moyenne, un joueur, ça lui a coûté environ de juin au 7 septembre, environ 200 $ par joueur pour jouer. Qu'on compare, il y a des gens qui préféraient se rendre à Bathurst que ça coûtait rien. Ouais. C'était l'option B. On espère qu'un jour qu'on va avoir des terrains extérieurs dans un avenir assez rapproché. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Au sujet de tes terrains extérieurs, on en a discuté un peu hier. Là, il y a l'amélioration de plus. Il y a le baseball, il y a le tennis, il y a plusieurs choses. Puis on avait estimé les coûts, je crois, par 300 000, peut-être Vincent. Il y avait. Puis ça comprenait des terrains. Il me semble que ça comprenait des terrains de pickleball. Vincent peut peut-être nous éclairer là-dessus. Là. Ouais, toute la liste était pour à peu près 400 000, mais c'est une estimation vraiment sommaire et préliminaire. Là. Ouais. OK. Mais oui, c'est dans le collimateur, mais il faut qu'on priorise à un moment donné. Ça, là, j'ai entendu la possibilité d'avoir des longes chez le Sportec pour des terrains intérieurs. C'est toutes des discussions qu'on a, il n'y a pas de décision finale qui a été prise. Là. La journée qu'on fait une décision, vous allez être consulté aussi. Là. Parfait. Merci. Juste, on ramasse des données à l'heure actuelle, c'est ça qu'on fait. C'est beau. Tout de quoi rajouter? Non? Bassin versant. Yannick. Le plancher est à toi. Conseil on m'entend bien? Membre du conseil municipal de m'écouter ce soir. Puis j'ai aussi souligné la présence de Bruno Poirier, qui est notre président du conseil d'administration des bassins versants. Donc aujourd'hui, je vais juste vous faire une petite mise à jour sur les initiatives de préservation qu'on a sur le territoire de Belle-Baie pour la saison 2025 puis 2026. Je vais commencer par la surveillance des cours d'eau. On a fait 16 analyses sur les rivières aux Ormes et les rivières Millstream en 2025. Les résultats qui sont ressortis, il y avait quelques échantillons qui étaient assez élevés, mais somme toute, les normes, ça ne dépassait pas les normes provinciales quand on regarde la moyenne des 4 échantillons, qui ne devaient pas dépasser les 220 mpn par 100 ml. On fait, depuis cette année, on a également fait les analyses complètes des métaux, mais c'est beaucoup de données à traiter, donc on n'a pas encore l'interprétation de ces données-là pour l'instant. Le suivi des températures de l'eau, c'est quelque chose qu'on fait aussi à chaque année, puis on a placé 2 thermographes en moyenne par rivière, donc un total de 21 thermographes en 2025. On a vu des températures maximales qui peuvent aller jusqu'à 30,5 degrés Celsius, mais on doit tenir compte que le profil thermal des rivières n'est pas bien évalué parce qu'on a seulement 2 thermographes par rivière. Si on voudrait un meilleur profil thermique des rivières, il faudrait rajouter d'autres thermographes dans les rivières, mais ça nous permet quand même d'évaluer des seuils de dépassement du 20 degrés Celsius qui est reconnu comme critique pour certaines espèces aquatiques. Puis aussi, ça nous permet d'avoir un certain suivi à long terme
et aussi, ça permet parfois d'identifier des refuges thermiques qui est important pour les espèces aquatiques des rivières. Concernant les espèces en péril, on a fait plusieurs suivis pour les hirondelles de rivage et aussi pour les satyrfaudes des maritimes. 9 suivis pour les 3 colonies qu'on a dans la région. Ils sont tous en déclin depuis, comparativement aux données de 2021. Puis, il y a un point positif, il y a une réapparition de la colonie de Petits Rochers, où la colonie n'était plus là. Mais là, vu les modifications qui ont eu lieu à la plage de Petits Rochers, donc des installations de roches, puis une protection un peu de la côte, la colonie est réapparue. Le satyrfaude des maritimes, on a 30 suivis qui ont été faits, puis on a observé 19 observations seulement sur le marais de la rivière Peters, comparativement à 475 observations en 2018. Donc là, c'est un clair déclin de la population. Puis les pressions sur les habitats, il y a l'enrochement des berges, surtout pour les rondelles de rivage, c'est directement leur habitat, les berges, donc les côtes, c'est là qu'ils font leur terrier. Donc, l'enrochement est en cause principale de leur déclin. Puis la région est très, très enrochée au niveau des côtes. Les pesticides aussi est un facteur, puis les changements climatiques. Concernant les résultats des projets pour les sensibilisations, on a fait plusieurs présentations auprès des jeunes, 11 présentations avec les camps d'été, puis les présentations dans les écoles. 105 arbres ont été donnés durant ces présentations-là, et 12 arbres ont été plantés. On a 3 événements aussi communautaires qui ont été organisés avec une participation d'environ 35 participants. Les types d'événements, c'était des ateliers éducatifs, des marches en nature, des nettoyages de plage où on a ramassé 310 kg de déchets. Puis, on a participé aussi à d'autres événements régionaux permettant de sensibiliser environ 48 personnes, puis donner 93 arbres aussi à ces personnes-là. Puis, finalement, on a fait un sondage sur les habitudes des propriétaires riverains du marais de Beresford pour mieux cibler les objectifs de conservation pour le satyrfaude maritime. Nouveauté technologique en 2025, on a fait de l'analyse ADNE avec nos partenaires Guinou pour évaluer l'emplacement ou la présence du saumon atlantique à certains endroits dans la rivière Millstream. On a fait aussi des analyses d'IQH, donc des indices de qualité d'habitat sur les rivières Millstream et Nigadoo, ce qui nous permet d'identifier certaines parcelles des rivières comme étant de meilleure qualité comparément à d'autres, donc qui nous permet aussi de mieux cibler nos efforts de conservation. Puis la carte d'orthophoto par drone, ça aussi c'est un nouveau projet qu'on a fait en 2025 qui vise à évaluer les différentes... plus à cibler la faune florale qui sont nécessaires à l'habitat du satyrfaude des maritimes dans l'entièreté du marais de Beresford. Mais là, pour l'instant, on n'a fait qu'une certaine partie du marais. Les résumés des observations préoccupantes qu'on a vues en 2025, il y a eu beaucoup de... À certains endroits, on a vu la gestion des eaux usées, surtout pour les usines de traitement de poissons, des effluents odorants, des effluents avec beaucoup de déchets à l'intérieur de ceux-là. Il y a beaucoup de citoyens qui nous l'ont mentionné. Donc, ça serait peut-être un endroit à essayer de collaborer pour améliorer les systèmes de ces usines-là, mais aussi inciter les usines à faire plus d'efforts. Mais aussi, c'est important de collaborer aussi davantage avec le projet Côte en santé qui vise spécifiquement ces enjeux-là. Il y a les algues aussi en période de température extrême. On a vu beaucoup de chaleur cet été, donc on a vu énormément d'algues. Heureusement, on a eu des appels pas des appels, mais des invitations
des membres des employés de la gestion des eaux usées de Belle-Baie. Donc, on a pu avoir la formation d'identification des algues avec eux. L'enrochement et l'installation des structures dures en zone tampon, donc il faut essayer de minimiser ces installations-là, puis travailler à peut-être légiférer tout ça. Il y a peu d'intérêt public au niveau de la protection de l'environnement, donc il faut essayer de collaborer avec nous, puis aussi Nature NB avec le projet Côte en santé pour développer plus d'initiatives comme des éco-festivals, des activités en nature, de l'écotourisme, pour amener un engouement dans la région à ce niveau-là. Juste des petites mises à jour au niveau du développement du plan de gestion du bassin versant. C'est un autre projet qui a commencé en 2023. Là, on a notre liste de membres du comité de développement du plan de gestion. Avec plusieurs rencontres, on a essayé de développer des objectifs clairs sur la conservation puis les habitats aquatiques, les espèces en péril, mais aussi la qualité de l'eau. Il y a plusieurs objectifs qui ont été ressortis au cours des 2 dernières années. Donc, l'élargissement des zones tampons, les infrastructures vertes, l'identification de refuges thermiques, plus de sensibilisation communautaire. Donc, c'est tous des sujets qui ont été discutés dans ces thèmes-là, mais il y a aussi les zones côtières qui est en cours de développement pour l'instant au niveau d'identifier les objectifs clés. L'impact des financements municipaux, depuis l'année fiscale 2025, on a reçu un financement de la part de la municipalité de Belle-Baie. Donc, on apprécie ce financement, puis ça nous permet d'avoir une capacité plus accrue. Donc, on a plus de projets qui se fait développer. Ça a un effet de levier un peu concernant les projets. Puis, on a vu une amélioration aussi au niveau de l'engagement communautaire. On a eu plus de présence dans les écoles. Ça nous permet aussi d'avoir une meilleure diversification des revenus. Donc, on est moins dépendant sur certains financements. Puis aussi, on a une pérennité organisationnelle. Ça nous a permis de stabiliser nos 2 postes clés de directeur général, puis aussi de technicien d'environnement. Je vais vous parler rapidement des résumés des projets 2026. On peut espérer un financement total de 270 000 si tous les projets sont acceptés. Puis, mais je vais vous parler de quelques-uns de ces projets-là. Le premier, c'est améliorer la compréhension et la gestion des risques climatiques dans le bassin versant de la rivière Millstream. Ça, c'est une collaboration avec la CSR Chaleur et CCNB Innove. Puis, ça vise à implanter un système automatisé d'analyse de l'eau au Nouveau-Brunswick, puis dans la rivière Millstream, grâce à l'installation de stations fixes connectées à un tableau de bord en temps réel. Donc, avec ça, on pourrait recueillir des données essentielles et fiables. L'intégration de l'intelligence artificielle aussi pourrait permettre une interprétation rapide des données et des alertes immédiates, offrant ici aux décideurs un outil d'action actif. Ce financement couvrira l'installation initiale et ça servira aussi de levier pour aller chercher d'autres financements avec CCNB Innove. Donc ça, c'est un des projets ici. Je ne vais pas passer à travers de tout, mais on touche la résilience thermique puis la cartographie avec drone, Gardiens de la côte, on parle d'ateliers puis de sensibilisation citoyenne au niveau de l'avenir côtier durable, la caractérisation de l'habitat du saumon atlantique, des rivières de la région Chaleur, puis aussi la continuité des études de population dans le marais de la rivière Peters pour le satire-fauve, inclut également là-dedans des ateliers puis de la valorisation artistique. Donc ça, c'est nos partenaires financiers 2025. Puis finalement, je veux vous inviter à un événement qui va avoir lieu le 18 février à 18h30 à la Maison des Arts de Belle-Baie. C'est un atelier pratique, technique de germination hivernale pour nos espèces de plantes locales. Puis ça va être animé par Samuel Legrellet de Nature NB. Puis je vous invite aussi à visiter notre nouveau site web www.bvbc.ca. Avez-vous des questions? Merci, Yannick. Avez-vous des questions?
commencer avec Marie. Merci Yannick pour la belle présentation, c'était très clair. On sait que, là, tu l'as mentionné, il y a des fonds qui viennent de Bell-Bay, mais la majorité des fonds viennent sous forme de projets que tu dois soumettre à chaque année. Oui. Alors justement, est-ce que tu as des nouvelles par rapport à peut-être avoir des fonds pluriannuels? Tous ces pas tous ces fonds-là, mais 3 des plus gros fonds. Tous les fonds qu'on a soumis au Fonds fiduciaire l'environnement, c'est des projets pluriannuels. Donc, c'est des demandes pluriannuelles sur 2 ans. Donc, mais on va juste avoir des nouvelles d'ici le mois de mai, je pense. Alors, c'est déjà en marche, ça? C'est parce que je sais que le ministre avait parlé de pluriannuel. L'option pluriannuelle est déjà en marche, oui. Bon, OK, parfait. C'est excellent, ça. Oui. Merci beaucoup. Monsieur le directeur. 2 questions rapides. Le village de Belle-Dune, est-ce qu'il contribue financièrement? Parce que les bassins versants, ça les inclut également? Oui. Oui, on vient de recevoir... c'est pas... je pense que c'est officiel. Ouais, ils nous financent pour la hauteur de 8 000 $ environ. Ouais. OK. Puis, dans un des projets, là, avec la température de l'eau, je pense à Millstream, avec CCNB Innov, la CSR est impliquée. Quel niveau que la CSR est impliquée? C'est plus au niveau, parce qu'il y a des consultations publiques qui vont être faites, donc c'est plus peut-être à l'organisation de tout ça, parce que c'est des données qui vont être nécessaires pour c'est dans le but de continuer les études qui avaient été faites par rapport à toutes les inondations et tout ça. Donc, c'est dans cette optique-là. Donc, la CSR est naturellement partenaire pour ça. Là. Okay. Mais ils ne vont pas participer. Ça va à l'extérieur. La plupart du travail, c'est CCNB Innov, nous, un peu avec l'engagement communautaire. Puis ouais. Si ça avait un lien avec l'urbanisme puis les données GIS, je peux voir le lien, mais c'est à l'extérieur de leur... oui, parce que ça va bénéficier directement ces données-là. De leur mandat. C'est ça, de la province, là, les bassins versants. Donc, ce serait plutôt avec selon moi, les municipalités, parce que c'est nous qui finançons les CSR. Ça. S'il y a des consultations publiques, ce serait de préférence, ce serait avec nous que ce soit organisé. OK. Oui. Ronnie. Au niveau de l'été passé qu'on a eu, là, très peu de pluie, là, ça a dû affecter pas mal les débits dans les différentes rivières et les espèces. Oui, il y avait beaucoup moins de débit comparé aux années dernières. Là. Il y avait certaines régions où c'était complètement à sèche. Je pense à la Millstream, là, il y avait des endroits complètement à sèche. Brigitte? Yannick, merci pour la présentation. C'est une belle maturité des bassins versants. C'est le fun de voir qu'il y a une continuité depuis quelques années, puis ça paraît. Il y a des chiffres qui me préoccupaient par rapport au premier chiffre que tu as avancé au niveau des études sur les coliformes, puis surtout dans la Millstream. Oui. C'est un problème récurrent à chaque année, ça. Puis même si tu disais, c'est pas si pire que ça, mais je trouvais que c'était quand même assez élevé. Oui, c'est ça. Un point que j'ai oublié de mentionner, c'est que nos analyses ont commencé en juillet. Normalement, on aurait dû les commencer en juin. Et là, on aurait un meilleur profil de la saison estivale. Parce que là, pour l'instant, on n'a que juillet, août, puis septembre et octobre. Mais septembre et octobre, il n'y avait pas tellement de fluctuations. Donc, l'année prochaine, on aura un meilleur profil là, de parce que c'était une situation récurrente au fil des années, l'insalubrité de l'eau de la rivière Millstream. Puis, je pense que ça serait important de continuer à vérifier parce que, à mon avis, il y a des déversements d'eau oui, c'est dans nos objectifs de continuer sur la Millstream. Merci beaucoup. Merci. Marie? Je voulais juste confirmer une petite chose par rapport à la question pour Belle-Dune. Ça, c'est récent, ça, là, Belle-Dune. Oui. On parle de... Oui. Bon, OK. Parce qu'on m'avait posé la question, j'avais dit non, il n'y en a pas. Ben, c'est ça. C'est très récent, oui. Parfait, merci. Merci, Yannick. À moins qu'il y ait d'autres questions, non?
Avant de lever la séance, j'aimerais reconnaître la présence de notre député. Je m'excuse, j'aurais dû le faire au début de la réunion. Tu as choisi la bonne réunion parce que je pense que tu vois certains dossiers sur la table, puis tu vas être un acteur en demande à un moment donné, un acteur dans le sens financier et non sur l'estrade de la salle Denis Richard. Puis tu peux venir à quelques autres réunions, tu vas voir qu'il y a d'autres projets sur la table. Maintenant, je ne veux pas faire peur à la population, là. Belle-Baie, on ne part pas en construction de toutes ces choses-là demain matin, là. C'est juste qu'on a été chercher l'information, c'est des idées, c'est des choses que les gens nous demandent, mais avant de se lancer tête baissée, on ramasse, on recueille l'information. Puis on est prêt, si jamais il y a des programmes fédéraux, provinciaux qui apparaissent, mais nous, on est prêt. On a les études, on a la documentation pour pouvoir mettre des demandes dans le système. C'est sûr que notre député, puis toutes les municipalités font la même chose, donc le député fédéral, les députés provinciaux ne pourront pas toutes nous donner ce qu'on va demander, mais on fait un projet à la fois. Puis comme le disait le directeur dans notre réunion de planification d'hier, on a 76 dossiers. On a vu 2 ce soir. Il y a des dossiers pour les 10 prochaines années. Donc, on est en train de mettre la table là, pour faire progresser Belle-Baie. Sur ça, est-ce quelqu'un qui peut proposer la levée de la séance? Marie? On va prendre une pause de 5 minutes. Je vais aller répondre aux questions des gens. Les journalistes